scores. The Toronto Raptors are the 2019 NBA champions. 112-109. Pascal, the three, good! All-star. Swatted by Boucher. Chris soaring in, finger roll. Little French pastry right there. Gotta love it. Bonjour. Mikey. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce Dino Talk un petit peu spécial à moins d'une semaine de la draft. On va parler des joueurs qui pourraient être éventuellement choisis par les Raptors. Et pour faire ça avec moi aujourd'hui, on a Manu d'Envergure. Salut à toi Manu. Salut et merci de l'invitation. Merci à toi surtout d'être présent parce que c'est vrai que vous devez être très occupé en ce moment. On est dans les derniers jours. Là, c'est la semaine prochaine. Par rapport au moment où on enregistre, ça sera dans la semaine où ce podcast va sortir. Donc, j'imagine que bien occupé de votre côté. Ouais, c'est ça. On commence à fignoler un peu les choses pour nous avec des directs, des invitations pour faire des petits lives en France. Donc, ouais, c'est un peu la course, mais on s'en sort. La draft 26 et 27 juin. Pour la première fois, la NBA l'a fait sur 2 jours. Et petite chance pour les Raptors, ils auront le choix numéro 1, mais du deuxième tour. Donc, après avoir raté le 8, on sait pourquoi, ils auront un petit cadeau de consolation en choisissant en premier. Lors du deuxième tour, on va revenir au sérieux. D'abord, je voulais poser une question générale, te poser une question générale. On a beaucoup entendu dire que c'était une draft faible cette année, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait une draft faible? Draft faible, c'est surtout le fait qu'il n'y ait pas de franchise player, Mhm. de numéro un no-brainer. Tu sais, il n'y a pas de Luka Doncic, il n'y a pas de Zion, il n'y a pas de Ja Morant, il n'y a pas. Tu vois, ce genre de joueurs-là qui font passer un cap à une équipe tout de suite ou dès la deuxième année, quoi, quelque chose comme ça. Là, cette année, c'est une draft qui est assez homogène. C'est beaucoup de role players plus. Et il y a peut-être un ou deux joueurs qui seront un peu plus au-delà des projections. Il y en a tout le temps. Voilà, le scout se trompe toujours. Il n'y a pas de vérité. C'est selon le contexte, selon plein de choses. Voilà, c'est compliqué de projeter un joueur. Mais voilà, on dit faible parce que voilà, c'est des joueurs plus de rôle. Tu as des options numéro 3, peut-être numéro 2, mais voilà, pas plus, quoi. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est faible. C'est ça que je voulais t'entendre dire. C'est pas parce qu'on dit que c'est une draft faible qu'il n'y aura pas de très bons joueurs à drafter. Et peu importe que ce soit. Justement, le fait que tu dises que c'est homogène, ça veut dire que c'est pas obligé d'être dans le top 10 pour trouver un joueur qui sera vraiment un role player efficace dans les années à venir. Et c'est ça que je trouve intéressant par rapport aux Raptors, qui ont, on le rappelle, le choix 19 et le choix 31. Pour toi, est-ce que ça change quelque chose? Ou qu'est-ce que ça apporte le fait que la draft soit sur 2 jours? Oh, ça apporte surtout pour les joueurs, je pense. Voilà, ils ont pas, ceux qui sont présents n'ont peut-être pas forcément à attendre des heures et des heures dans les tribunes. Pour les équipes, peut-être que ça change aussi. Peut-être qu'il y aura pour le second tour notamment, il y aura peut-être plus de temps pour réfléchir, savoir vers qui se tourner, ce genre de choses. Après, on n'a jamais connu ça. Il y a ça en NFL Mhm. surtout. Je crois qu'il y a ça aussi en MLB, en baseball, et en le hockey, je crois que c'est en plusieurs tours, parce qu'il y a 7 tours aussi, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Mais en basket, ça a été le cas par le passé, il me semble, où il y avait plusieurs tours aussi. Mais moi, j'ai jamais connu sur 2 jours, donc on va voir. Mais ouais, je pense que c'est plus ça notamment pour les équipes, du second tour, ça peut être un point fort en disant, là, on se laisse le temps de réfléchir, d'analyser un peu les joueurs qui sont encore présents sur le tableau pour faire peut-être un meilleur choix, un peu plus réfléchi, je pourrais dire. Mais autrement, on attend de voir. Je n'ai jamais connu ça, donc difficile aujourd'hui d'avoir un avis Ouais, ça va là-dessus. être intéressant. J'attends de voir si est-ce que ça va permettre qu'il y ait plus de trades ou de trucs comme ça, que les équipes pour le deuxième jour se disent OK, peut-être que je vais essayer d'échanger des pics qui sont plus bas maintenant que j'ai eu ce que je voulais peut-être au-dessus. On va voir, ça va être intéressant. OK, rentrons dans le vif du sujet. Euh,
le truc qu'on fait souvent, surtout pour vous les spécialistes, avant la draft, c'est ce qu'on appelle les mock drafts. Donc, c'est essayer de déterminer quelle équipe va prendre quel joueur. Avant de rentrer dans les détails sur qui les Raptors ont workout, qui les Raptors pourraient prendre, toi, j'imagine que tu l'as déjà fait, ta mock draft, et sur qui porterait tes choix 19 et 31 pour les Raptors. Bah, nous, déjà, je suis un virgule, on fait pas de mock draft. Ah, On fait ce qu'on appelle un big board. le big Donc, board, ouais. c'est une projection à N plus 4. Donc, Mhm. notre classement, c'est vraiment quel joueur on pense sera le meilleur dans 4 ans, donc après le contrat rookie. Parce qu'une mock draft, c'est assez différent pour moi. Enfin moi, je ne peux pas faire une mock draft parce que D'accord. je n'ai pas les informations qui ressortent des équipes. Parce qu'en gros, une Mhm. mock draft, c'est vraiment une projection de ce qui va se passer pour Ouais. l'équipe. Moi, je peux pas te dire ce que vont faire les Hawks, c'est impossible. Je peux pas dire ce que vont faire Toronto, c'est impossible. J'ai pas les informations, j'ai pas les contacts dans l'équipe pour Ok. avoir ce genre d'informations, tu vois. Je suis pas un insider. Donc, moi, je parle plus de big board plus que de mock draft. Et c'est Yes. quelque chose qui est pas forcément compris de tout le monde et j'essaye de rappeler tout le temps un peu la différence. Ouais, c'est important. Tu as raison d'ailleurs. Et j'aurais dû réfléchir avant cette question parce que c'est vrai qu'en fait, les mock drafts, c'est plus réservé, entre guillemets, aux spécialistes de NBA qui ont les tenants et les aboutissants de ce que les équipes veulent et tout. Alors que vous, votre travail, c'est plus de classer les joueurs selon leur potentiel, comme tu l'as dit dans un C'est big ça. board. Donc alors, on va changer un peu la question. Quels sont les joueurs que vous avez autour du choix 19, autour du 19e joueur qui a le meilleur potentiel selon toi? Bah, dans mon classement à moi, Ouais. c'est le 19e, c'est Matas Buzelis, donc le joueur d'Ignite. Moi, la seule fois où je l'ai vu, et c'est peut-être pas révélateur, mais c'était lors du Rookie Challenge, je me rappelle, il avait un peu mis fin au plan de Wembanyama. Il avait été plutôt pas mal, mais j'imagine que c'est pas très révélateur parce qu'on connaît le contexte d'un All-Star Game. Mais il a eu pas mal de soucis de tir, je crois, cette saison. C'était l'une de mes craintes. Et également, défensivement, j'ai pas l'impression que ce soit. Il peut te protéger le cercle un petit peu, mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment son point fort. Qu'est-ce que tu penses de lui et est-ce que 19 c'est son range ou quand même il va être pris plus haut? Je pense qu'il sera plus haut parce que toutes les mock US l'annoncent vraiment dans le top 10. Je serais pas surpris hein, qu'il soit dans le top 10 du coup, mais c'est pas un joueur que moi j'apprécie énormément en tout cas. J'aime bien voilà, le corps est intéressant, c'est 2,8 pour 2,8, donc c'est voilà, assez équilibré. Euh, il a raté le début de saison à cause d'une blessure. Mhm. Du coup, il n'a pas joué toute la saison. Il doit être une vingtaine de matchs, 25 matchs joués sur les 50, je crois qu'il joue Elite Night. Donc voilà, après, du coup, il a eu plusieurs rôles aussi au cours de la saison. Donc là, c'est vraiment intéressant parce qu'on voilà, on a pu le voir évoluer. Il a d'abord commencé sur le banc avant de prendre peut-être l'option numéro 1 de l'équipe puisque Ron Holland s'est blessé à son tour et du coup a raté l'autre partie de saison. Donc ouais, il est devenu cette option numéro 1 offensive. Et après, dans le jeu, c'est un joueur qui est assez polyvalent, qui est capable de scorer sur du cut, qui est capable de scorer en sortie d'écran, sur une distance, de loin. J'ai un peu plus de difficulté avec lui en tant que porteur de balle, en tant que Mhm. créateur de tir. Voilà, mais après, c'est quelqu'un qui est capable de scorer sur les trois niveaux. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça assure une progression sur lequel faudra être attentif. Parce que ouais, il a montré ça de temps en temps. Donc après, il faut voir, hein, c'était de la D-League. Donc est-ce que, C'est voilà, ça. on sait qu'il y a quand même un gap avec la NBA, même s'il y a aussi un gap avec la NCAA, hein, faut pas se mentir. Donc voilà, j'attends un peu plus, notamment en défense où il n'a pas été très très bon. Voilà, c'est assez moyen que ce soit sur le porteur ou sans le ballon. Mhm. Donc voilà, après il manque aussi un petit peu de puissance physique. Pour moi, il y a trop d'inconnus encore
pour que ce soit un top 10 pick, pour moi en tout cas. Et je suis pas trop fan de la projection non plus. J'ai vraiment du mal. C'est pour ça que moi je l'ai 19. Ouais. Fin de mon top 20 en termes de projection. J'ai du mal. Je pense que, comme beaucoup de joueurs, le contexte sera vraiment important. J'ai peur de la mentalité quand on voit que, avec sa déclaration sur Zachary Rizaché, on se dit, voilà, le mec veut juste se montrer Mhm. pour qu'on parle de lui et que du coup sa cote augmente. Encore une fois, mes connaissances hors terrain chez lui, les Intel, je les ai pas, donc Yeah. c'est compliqué, mais ça peut faire la différence en tout cas. Par le passé, des joueurs descendent ou montent à cause de ça. Donc voilà. Mais pour moi, uniquement la partie terrain, je suis assez réticent à le sélectionner en tout cas. J'ai envie qu'on parle des profils des joueurs qui ont été mis à l'essai par les Raptors, qui ont été workout, comme on dit. Je vais commencer directement avec le joueur qui fait le plus débat. Je pense que tu vois de qui je parle. C'est un certain Canadien qui a dominé la NCAA, mais pour qui il y a des grands débats sur est-ce qu'il sera capable de jouer en NBA ou pas. Il a été mis en workout par les Raptors, c'est Zach Edey. Quel est toi ton avis sur lui? Est-ce que est-ce qu'il sera sélectionné autour de ce choix 19? Est-ce qu'il peut être sélectionné plus haut? Ou est-ce que selon toi, il y a un grand risque qu'il chute? En tout cas, est-ce que c'est une cible pour les Raptors ou pas au choix 19? Pour moi, uniquement moi, mon opinion, c'est que c'est haut. Pour moi, Mhm. c'est pas un joueur que j'arrive à projeter vraiment dans la longueur en NBA, malgré qu'il ait dominé la NCAA sans débat possible, deux fois meilleur joueur de la NCAA. Voilà, je pense que ça place un homme. Sauf que vraiment, dans le jeu, moi, je trouve qu'il est assez très peu projetable dans la NBA d'aujourd'hui, où il y a besoin de shoot, il y a besoin de spacing, il y a besoin de mobilité. Et je trouve qu'il ne répond pas à tous ces critères-là. Donc, il est annoncé assez haut par les Américains. Donc, il doit avoir des informations que moi, je n'ai pas. J'ai connaissance d'un scout qui l'a vu en workout, justement, avec une franchise qui me disait, je l'ai vu shooter comme Klay Thompson. Donc, maintenant, je suis plus sûr de rien par rapport à ce joueur-là. Donc, c'est vraiment, en fait, c'est tellement homogène. Mais pour moi, aujourd'hui, si je suis scout, je ne le mets pas en avant à mon équipe, en tout cas. Parce qu'il y a trop de choses qui, pour moi, le limitent dans la NBA d'aujourd'hui. Ouais, c'est ça le grand débat autour de Zach Edey et j'encourage tout le monde à aller écouter le podcast que vous avez fait sur lui parce que vous avez très bien très bien couvert son cas. Les questions qui se posent autour de lui, c'est ça, c'est la mobilité pour défendre en NBA et aussi c'est que c'est un joueur qui a joué énormément au poste, qui n'est plus très utilisé en NBA et en plus autour de qui le jeu doit tourner et est-ce qu'aujourd'hui, une équipe NBA peut faire tourner un jeu autour d'un joueur comme ça? Ça serait un peu un retour en arrière de 20 ans, j'ai envie de dire. C'est un peu pour ça que toi, t'es pas très chaud à son sujet. Ouais, c'est ça. Puis il y a tellement de points qui me font dire que, enfin voilà, comment tu l'utilises, quoi. Mhm. En Europe, je ne serais pas contre. En Ouais. FIBA, si par chance il fait le cut final pour les JO, je me dis, voilà, c'est un mec qui peut vraiment embêter quoi, en FIBA. Parce que les règles sont différentes, il pourra rester autant de temps qu'il veut dans une raquette, bah voilà, va avancer face à un mec qui fait 2,30, ça commence à être compliqué quoi en FIBA. Mais en NBA, comme il y a une règle différente, du coup, interdiction d'être 3 secondes dans la raquette en défense, bah voilà, il va falloir qu'il bouge. Donc la question, c'est est-ce que si on l'emmène dans le corner, il va être assez rapide pour aller gêner le compte qui arrive sur le weak side? Pour moi, non. Mais voilà, parce que la vitesse n'est pas présente, il manque de latéralité, il est lourd. Il y a plein de choses qui me font dire que moi j'ai des doutes. Et offensivement, comment tu l'utilises? Tu l'as dit, c'est vraiment un joueur de poste. On l'a vu sur la March Madness où cette année, soit il marquait, soit il avait une faute. C'était d'ailleurs très horrible à regarder. Mais voilà, en NBA, comme tu l'as dit, aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc c'est compliqué et c'est pas le joueur qui va révolutionner la ligue. Je lui souhaite, hein, si ça arrive, félicitations.
Mais j'ai du mal à le projeter parce qu'en plus, il sait pas faire grand-chose. Voilà, c'est du poste. C'est du poste. Il finit finition hook tout le temps. Il y a pas forcément de move au poste. Il y a pas cette mobilité pour battre les joueurs. Moi, je suis assez négatif sur lui. Je suis désolé si les auditeurs l'aiment beaucoup, mais j'ai vraiment du mal à le projeter. Je lui souhaite de réussir, hein, parce que voilà, j'ai aucun, voilà, moi, il me gêne pas. C'est sans doute un gamin très, très sympa, mais sur la projection NBA actuelle, j'ai vraiment du mal en tout cas. Ouais, et moi je suis assez d'accord. Je pense que même dans le top 20 de la draft, le choisir, ça reste un gros pari face à des joueurs qui quand même te donnent plus de certitude. Après, comme tu l'as dit, s'il arrive à s'imposer et qu'il devient une pièce centrale d'une attaque, il aura fait mentir beaucoup de gens. Mais je pense que même ceux qui le défendent, entre guillemets, je pense pas qu'ils imaginent que ça va devenir un joueur dominant dans ce basket NBA-là. Donc, affaire à suivre pour Zakidi. On va passer à un autre joueur. En fait, dans tous les joueurs qui ont été workout par les Raptors, il n'y en a pas énormément qui sont dans le haut de. Je me suis basé sur votre big board, sur le tien, surtout sur ton classement à toi. Mais par contre, il y en a un qui était assez haut, il me semble, chez toi. C'est Jonathan Mogbo. Lui, c'est un joueur que j'ai particulièrement aimé cette année. Donc, il est faculté de San Francisco, donc genre de 2 mètres, 2 mètres 20 d'envergure, un poste 4-5 undersize, donc un peu dans le style, enfin dans la taille, dans la morphologie. C'est une sorte de Draymond Green, tu vois. C'est vraiment ce pivot tout petit avec une taille d'arrière, mais qui est vraiment intéressant. Moi, j'aime beaucoup sa polyvalence défensive. C'est quelqu'un qui, ici, a montré qu'il pouvait défendre sur quasiment tous les postes. Il pouvait switcher sur le pick and roll. Il pouvait défendre au poste. C'est vraiment super intéressant. Vrai coup de cœur pour sa passe, son jeu de passe, sa vision. C'est vraiment, vraiment très intéressant. Par contre, s'il est utilisé sous le panier, comme ça, il y a des choses sur lesquelles il devra travailler, c'est sa dissuasion du cercle et le contre. C'est vraiment deux choses qui sont pas encore bien ancrées dans son jeu. Donc, et s'il ajoute ça, ça peut vraiment être une belle surprise. En point négatif, pour moi, c'est vraiment le tir. Mhm. C'est mi-distance, 3 points, et c'est quasiment inexistant dans son jeu pour l'instant. Il va pas beaucoup au cercle non plus, donc il provoque pas beaucoup de fautes. Ça peut être un désavantage. Et il perd assez énormément beaucoup de ballons également. Donc voilà, c'est des points sur lesquels il devra travailler. Mais si aujourd'hui on le draft, on a quelqu'un qui a une polyvalence défensive à offrir, qui a un très très bon passeur et voilà, c'est un joueur qui connaît son rôle. Il va savoir demain répondre à un rôle qui lui sera donné, une mission, que ce soit défensive ou autre en attaque. Enfin, il va savoir répondre à ça. C'est un très très bon rebondeur également. Donc c'est vraiment un joueur qui est pour moi, coche beaucoup de cases dans la NBA d'aujourd'hui, qui est capable soit d'être dans un 5 titulaire, soit d'être dans un deuxième 5 et avoir voilà, un peu plus de missions défensives sur peut-être un meneur un peu moins rapide ou un arrière un peu moins rapide qui est porteur de balle. Bah, c'est tout comme il peut être défendre sur du poste parce qu'il est vraiment épais, il est vraiment costaud. Donc, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Il coche beaucoup de cases dans la NBA actuelle. Super, ça c'est très intéressant par rapport au profil. Je crois que tu l'as dit, mais je suis pas sûr par rapport au point of attack, est-ce que ça peut être ce genre de défenseur ou c'est plus quand même versatile, comme tu le disais, sur du switch, des choses comme ça? Moi, je suis plus dans la polyvalence Ouais. est-ce qu'il est capable de défendre tout de suite sur le porteur de balle comme ça, l'initiateur numéro un d'une équipe? J'ai encore du mal à le projeter là-dedans. Parce que voilà, c'est les athlètes NBA, les porteurs de balle Mhm. primaires en NBA, c'est autre chose que la NCAA. Et lui, la WCC, la West Coast Conference, qui est une très très bonne conférence, mais qui n'est pas la meilleure de tous, où il y a les meilleurs joueurs. Donc j'attends de voir là-dessus, mais c'est quelque chose qu'on a vu, en tout cas cette année, donc c'est une opportunité pour lui. Donc il y a peut-être quelque chose à gratter. Donc je pense que la Summer League sera déjà un petit point
un petit checkpoint pour voir un peu ce qu'il sait faire face à des joueurs, une adversité autre. Donc, il y aura des joueurs NBA, parce qu'il y aura forcément des rookies, des sophomores qui y passeront, et des joueurs référencés en NCAA qui se sont fait drafter. Donc, voilà, il aura une toute autre adversité. Ce sera vraiment un très bon point à lui pour le surveiller là-dessus sur sa polyvalence et sa projection plus tard. Super, ouais, c'est super intéressant parce que c'est vrai que au sortir de la dernière saison des Raptors, ce qui est évident, c'est que en fait, il y a eu un switch complet à Toronto. On est passé d'une équipe qui défendait très très bien, mais qui avait vraiment beaucoup de mal en attaque, à l'inverse, une équipe qui est plutôt fluide en attaque, ça tourne bien, même avec énormément de blessés sur la fin de saison. Offensivement, c'était plutôt intéressant, mais défensivement, c'est devenu une vraie catastrophe. Donc, moi, personnellement, j'espère que dans cette draft, l'équipe va vraiment se renforcer défensivement. Et je pense que Mogbo, c'est vraiment un potentiel à suivre. Le troisième joueur, et pour moi, c'est le seul dans la liste qui est un choix 19 potentiel, même si je sais que chez vous, je crois qu'il fait aussi quand même débat sur est-ce qu'il doit être CEO ou pas. C'est Kelly Ware. Qu'est-ce que tu peux me dire sur lui? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est trop pour lui 19? Est-ce que c'est dans ses cordes? Comment tu le vois? Pour moi, c'est son range, c'est le début de son range. Ok. Alors après, moi, c'est un joueur déjà qui sort de sa deuxième saison NCAA, après une première assez mitigée, on va dire, à Oregon, où il a transféré pour Indiana. Et on a retrouvé le joueur qu'il était au niveau lycéen. Donc c'est un grand joueur de 2m13, envergure positive, capable de tirer d'un peu partout sur le terrain. Donc, ça cible pick and roll, cible pick and pop à terme. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai plus de questions sur son physique Mhm. parce qu'on l'a vu, il est frêle, mais c'est un peu à la physique à la Wembanyama, en fait, tu vois, ou Anthony Davis. Tu vois, c'est ce genre de joueurs qui sont entre les deux, qui sont costauds, Ouais. mais qui peuvent ajouter, enfin, le Anthony Davis New Orleans à Ouais, son ouais. arrivée en NBA, mais voilà, qui peuvent peut-être rajouter quelque chose, mais est-ce que si en rajoutant quelque chose, ça peut pas leur faire perdre aussi un peu de Mhm. mobilité, voilà, de choses comme ça. Donc c'est à surveiller le physique. Et moi, c'est un truc qui m'a beaucoup gêné sur sa saison, c'est que face aux meilleurs, bah, souvent il a été moins bon. D'accord. C'est ce que j'ai écrit dans le rapport que j'avais fait sur lui cette saison. Par exemple, face à un Zakidi, il fait 2 sur 6 à 1 sur 3 à 3 points. Face à un Félix Okpara à Ohio State, qui lui est resté à la fac, il fait 4 sur 10 avec seulement un tir tenté. Face à Hunter Dickinson, voilà, qui lui est à la draft, non, qui est retourné à Kansas, c'est 3 sur 12, 0 sur 2 à 3 points. Donc voilà, face à Donovan Clingan, voilà, qui est annoncé dans le top 3, c'est 2 sur 10 au tir. Donc face au meilleur, eh ben il a vraiment été vraiment moins bon. Donc voilà, c'est comment il va s'adapter justement à des physiques qui seront plus forts que lui, des joueurs qui seront plus rapides pour un poste égal. Voilà, c'est vraiment une adaptation que je vais regarder parce que pour moi aujourd'hui c'est un point faible. Et défensivement, est-ce que il est exclusivement protecteur de cercle ou est-ce qu'il peut être mobile sur des switches, on va pas aller trop loin, mais sur des ailiers forts? Je pense que c'est jouable. Ouais. C'est pas quelque chose qu'on a beaucoup vu à Indiana cette année, enfin la saison dernière. Mais je pense que il y a quelque chose. Il va peut-être pas être gardé ou fixer le joueur sur une longue période, mais sur un petit switch de quelques secondes, je pense qu'il va pouvoir vraiment gêner sur un petit moment et justement gêner l'attaque et gêner la progression de ce pick and roll. Je pense que c'est jouable. C'est plus un joueur défensivement qui est proche du cercle pour l'instant, je trouve. Ouais. Voilà, ça a été surtout du contre, la protection de cercle, comme tu l'as dit. Mais voilà, ça c'est des points qui peut encore sur lesquels il peut encore progresser. Mais cette polyvalence défensive, notamment sur ce switch sur la défense pick and roll qui on sait en NBA aujourd'hui est fondamentale. C'est à surveiller. Je pense qu'il peut le faire, mais c'est à surveiller face à justement
à des athlètes tout autres, encore une fois, en NBA, qui sont plus grands, plus rapides, plus costauds Mhm. de ce qu'il a vu à Indiana, quoi. Ok, parfait. Et juste petite précision par rapport à la protection de cercle, comment tu l'évalues? C'est top niveau, c'est quand même encore des progrès à faire. Comment tu le situes un peu, peut-être par rapport aux meilleurs protecteurs de cercle de cette draft? Pour moi, il est un peu en dessous des tout meilleurs Ouais. de fait de sa mobilité plus, parce que, et de la reconnaissance, de la lecture défensive. Donc, Mhm. c'est pas encore tout à fait au top. Mais quand on a une envergure de quasiment 2,30, ça, voilà, ça pose et ça dissuade. Rien que sa présence, si le mec lève les bras ou agite les bras, celui qui drive va réfléchir à deux fois avant de tenter son tir. Donc c'est vraiment ça. Et puis la limite aussi là-dessus, c'est le physique. Est-ce qu'il va être capable d'avoir cette capacité à contenir le contact, à le garder, à Mhm. l'absorber face à des joueurs, encore une fois, plus puissants, plus grands, plus costauds? C'est vraiment ça ma question, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui, face au meilleur, a été perturbé toute la saison. Mhm. Donc, il y a quelque chose, honnêtement, il y a quelque chose. C'est pas mon joueur préféré, mais sur du range 19-30, je serais pas étonné qu'il soit par là. Mais c'est ça qui est bien, c'est que 19-30, du coup, les Raptors peuvent avoir deux chances de l'avoir s'ils Mm. chutent vraiment. Mais ok, on va suivre ça. Je pense que c'est les trois profils qui sont susceptibles parmi les joueurs qui ont été workout d'être pris au 19. On sait que les Raptors ont l'habitude de prendre les joueurs qu'ils ont mis à l'essai à la draft, mais je voulais quand même parler avec toi de quelques profils que soit j'aime bien, soit on a entendu parler un petit peu à gauche, à droite. Moi, il y en a un que j'aime vraiment et que j'aimerais voir à côté de Olynyk dans la second unit. C'est un défenseur qui est élite, selon les dires, c'est Ryan Dunn. Qu'est-ce que tu peux me dire sur lui? Et est-ce qu'il va être pris plus haut? Est-ce qu'il pourrait être là vers le 19? Ryan, moi, c'est un joueur que j'apprécie énormément de par sa défense. C'est l'un des tout meilleurs défenseurs de cette QV, enfin, défenseur ayant évolué aux États-Unis. En tout cas, c'est vraiment impressionnant. On est face à un physique. Voilà, il est construit, il est épais, c'est sculpté. Ça a que 21 ans, donc il y a encore une marge de progression intéressante. C'est un joueur qui fait moins de 2 mètres, mais qui a une envergure de 2,13 m. Donc Mhm. voilà, c'est un avion de chasse, physiquement. Mais par contre, le gros hic, c'est en attaque. C'est en En attaque. attaque, c'est vraiment. Bon, il part quasiment de zéro en attaque, hein. À Virginia, c'était vraiment un joueur de seconde chance, sur contre-attaque, un peu de pick and roll, mais voilà, il n'y a pas de tir extérieur, il n'y a pas de tir mi-distance. Il y a pas de ce côté slashing, parce qu'il n'y a pas ce côté manière de ballon. Enfin voilà, offensivement, il part vraiment de très très loin, mais défensivement, c'est l'un des tout meilleurs. On est face à quelqu'un qui peut défendre à minima les postes arrière et voir quelques ailiers, voire quelques postes 4 selon les schémas. C'est du contre, notamment sur weak side, sur en aide défensive, c'est du rebond. Enfin, vraiment défensivement, c'est l'un des tout meilleurs pour moi. Et est-ce qu'offensivement, il peut être utilisé quand même sur du cut? Est-ce qu'il a un peu ce sens du cut? Est-ce que c'est au moins ça qu'il peut apporter en attaque? Il y a ça, après, faut vraiment qu'il arrive à bien lire ses Ouais. écrans, enfin, les écrans de ses coéquipiers, pour justement avoir cette possibilité d'aller au cercle assez rapidement. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de tir. Donc, Ouais. s'il est tout de suite bloqué, il n'y aura pas de shoot possible, il va tout de suite lâcher la balle. Donc, c'est vraiment va falloir il arrive à bien lire et que les écrans soient très bien posés, parce que autrement, ça peut être assez limitant, en fait, Ouais. et facile à défendre, parce voilà, le mec a pas de tir. Bah, Yeah. vas-y, je peux me permettre de passer en dessous l'écran Mhm. parce que je sais que voilà, t'es pas dangereux à ce niveau-là. Donc ça peut être un point faible, mais s'il arrive justement on sait que les joueurs de Virginia sont des joueurs très très intelligents défensivement, donc je vais pas doute, je pense qu'il peut y arriver, mais voilà, c'est vraiment un travail de lecture, d'être en avance en fait, d'avoir un voire deux coups d'avance pour justement rattraper ce retard qu'il a offensivement.
Ouais, et je disais à côté d'Olynyk parce qu'en fait, il a été assez exceptionnel sur la fin de saison quand Paul Toll était blessé, où il était Mm. titulaire, donc Olynyk c'était une passoire en défense. Mais en revanche, en attaque, il a su mettre en avant la plupart de ses coéquipiers. Et je pense que Dunn avec Darko Rajakovic pourrait énormément apprendre. Et c'est un système de jeu où tout le monde bouge, où le ballon passe par le poste haut et Olynyk arrive à trouver des passes assez dingues. Donc c'est pour ça que j'avais son idée en tête de ce joueur-là, mais on verra. Il n'a pas été essayé par les Raptors. Je ne sais pas si, D'accord. du coup, s'il est dans les plans ou pas. Un autre joueur qui a été pris par nos amis de Raptors France dans la draft de QI Basket. Alors lui, c'est plus l'inverse. Moi, j'ai plus des réticences défensives. C'est Tyler Smith. Qu'est-ce que tu peux me dire de lui, le joueur de la Ignite? Et moi, c'est un joueur que j'apprécie énormément. C'est un 2,6, 2,16 d'envergure. C'est un peu aussi un poste 4-5, un peu undersize, Mhm. mais qui est assez intéressant des deux côtés du terrain. Défensivement, c'est un joueur qui est très bon sur le contre, la protection de cercle. Ok. Un peu moins en dissuasion, mais ça peut arriver. C'est avec un peu de prise de masse, un peu de compréhension de lecture offensive adverse. C'est, moi, j'aime beaucoup, un peu plus compliqué défensivement sur les arrières. Donc, est-ce que ce côté défense de pick and roll peut lui jouer des mauvais tours? C'est à voir, mais il y a une progression là-dessus. Et offensivement, c'est un joueur qui est capable de tout faire, d'offrir plusieurs solutions, du pick and roll, du pick and pop, que ce soit à mi-distance ou à 3 points. Il lui manque ce côté slashing avec le ballon. Le premier pas est vraiment trop faible pour moi, pour un joueur de cette taille-là, de ce physique-là. Mhm. Après, on peut se dire que c'est pas trop grave parce que c'est pas un joueur qui aura forcément le ballon finalement. C'est vraiment une quatrième option, un joueur de rôle. Comme on disait au tout début, c'était vraiment beaucoup de role player, donc c'est pas forcément dédommageable. En plus, le spacing NBA en saison régulière peut, entre guillemets, lui permettre d'ajouter ça de façon régulière. Mais pour moi, c'est surtout offensivement où il est bon. Il y a un mini jeu de passe qui commence à se mettre en place. Donc en fait, il y a à aimer des deux côtés du terrain. Je pense que le contexte jouera beaucoup. Mhm. Et s'il est sélectionné par Toronto, je pense que c'est un win-win parce que je le dis quasiment à tous les podcasts. Je pense que Toronto est l'un des meilleurs contextes NBA aujourd'hui. Ouais, je pense d'autant plus avec Darko Rajakovic et le fait que bah, les Raptors ne vont pas jouer grand-chose l'année prochaine. Ils vont essayer de développer des joueurs autour du corps qui est censé être là pour l'avenir, Barrett, Quickly et bien sûr Scotty Barnes. Comme tu le disais, moi je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de joueurs qui sont porteurs de balles, enfin, surtout si c'est des joueurs intérieurs ou sur les ailes, parce qu'on Mhm. a déjà les trois porteurs de balles. Après, on Ouais, va y revenir si en revanche c'est un backup meneur ou un arrière plutôt polyvalent. On va revenir sur deux cas que je voudrais encore te présenter. Mais ouais, c'est intéressant. Il y a besoin de spacing. Si c'est un intérieur qui peut shooter de loin et qui peut apporter en attaque, de toute façon, il y a besoin de spacing et de talent offensif, quoi qu'il en soit, du côté de Toronto. Même si je veux de la défense, mais tu m'as plutôt rassuré sur le fait que c'est déjà un protecteur de cercle et ça peut être pas mal. Après, bon, comme je l'ai dit, il n'a pas été workout non plus. Mais bon, je voulais présenter d'autres profils au cas où on ne sait jamais. On va finir avec deux joueurs. Je voulais que tu me parles de Kevin McCullough. J'ai noté, moi, arrière polyvalent et vous avez dit qu'il était prêt pour la NBA. ouais, Kevin McCullough, c'est un joueur qui est dans la lignée d'un joueur que vous connaissez bien à Toronto, c'est Ochai Agbaji. Ok. C'est vraiment c'est vraiment le même profil. C'est pas le même physique parce qu'Oshai, c'est un tank. Ah ouais, c'est fou. Mais, euh, mais voilà, c'est deux joueurs. Enfin, ouais, si je vais les comparer parce que c'est quasi les mêmes choses. C'est vraiment deux joueurs capables de défendre sur tous les postes arrière, voire ailier, voire un peu plus, selon encore les schémas d'attaque adverse. Un joueur qui peut tirer. C'est
pas incroyable, mais voilà, moi, au moment où j'ai écrit l'article, enfin le scouting report, il était à 38% de loin, donc c'est quand même très Ok. intéressant. C'est très intéressant sur 4 tentatives par match, donc voilà, Mhm. c'est quelque chose. Il a 31% sur ses 5 saisons en NCAA, donc c'est bien sans être phénoménal, Ouais. mais voilà, il y a quelque chose. Et il a quelque chose en plus que Ojai n'a pas, c'est cette capacité à porter le ballon, à Ouais. jouer du pick. Ça c'est intéressant chez lui. Donc voilà, après, c'est un joueur qui a gratté, il a déjà 23 ans, donc la marge de progression est peut-être un peu plus Mhm. minime par rapport à d'autres joueurs dont on a parlé auparavant. Et il lui manque aussi ce côté slashing, ce premier pas qu'il n'a pas encore. Sa création du tir pour lui aussi, c'est pas forcément quelque chose qui l'a montré en tout cas. Il avait un peu plus de difficultés là-dessus, mais autrement, s'il n'est pas trop porteur de balle, il sera pas porteur de balle primaire de toute façon, mais sur du secondaire, un peu ce que faisait R.J. Barrett à New York sur ses premières saisons. Ouais. Voilà, quelqu'un qui est capable de faire ça par petites séquences quand il n'y a pas de meneur de jeu attitré. Pour moi, il est capable de le faire, d'initier le pick and roll avec. On l'a vu, il l'a très bien fait avec Hunter Dickinson. C'était vraiment un axe, un 5 qui était très très présent. Donc je pense qu'il a la capacité pour être un bon joueur, un bon initiateur, pas exceptionnel, parce que le handle n'est pas là. Voilà, il manque un peu de choses, mais moi, c'est un joueur que voilà, 20-35, ça me dérange pas. Si le contexte est là, voilà, lui, c'est encore une fois, c'est un vrai joueur de rôle qui a fait Kansas. Donc voilà, une équipe qui fait jouer les vieux de la vieille, hein. Leur équipe, c'est que des seniors quasiment ou des juniors. Donc il vient de Texas Tech, une équipe aussi, un programme aussi très porté sur la défense. Donc voilà, défensivement, on sait ce qu'on a. Offensivement, c'est un peu plus limité, mais c'est pareil, on sait ce qu'on a et la marge de progression, je pense, même si elle est minime, elle est présente. Ok, intéressant. Et je vais terminer avec un possible peut-être backup meneur parce que c'est ce que les Raptors vont peut-être chercher à cette draft. En vrai, on aurait besoin sur quasiment tous les postes, à part peut-être, et encore, moi j'aimerais bien voir un 3 défensif, un 3 ou un 4 très défensif, un pivot qui protège le cercle et il y a aussi besoin d'un backup meneur. Qu'est-ce que tu penses de Reed Shepherd? Euh, Immense saison, on va pas se le cacher. C'était pas le joueur le plus attendu à Kentucky, mais c'est le joueur qui a le plus performé en tout cas. Dès le début de saison, enfin, toute la saison, hein. C'est un joueur qui fait quasiment à 45% à 3 points, qui a su porter la balle, qui a su initier pour les autres. Voilà. Très très bon dans la défense off-ball, au moins sur la défense on-ball pour moi en tout cas. Beaucoup d'activités sur l'interception, sur les lignes de passe, capable de finir aussi près du cercle. C'est un teigneux. C'est un teigneux. Mhm. C'est quelqu'un qui a peur de rien. Moi, je suis assez limité sur une chose, c'est sa taille. Mhm. Il a moins d'1,90 m. Ok. Donc, pour moi, si tu es dans ces eaux-là, il faut que tu aies quelque chose de vraiment élite, voilà, un vrai talent qui fait que tu es au-dessus et qui compense ce truc-là comme Trae Young. Trae Young a le tir qui est phénoménal et il fait dans ces eaux-là un 90, peut-être un peu plus grand. Mais voilà, et pour moi, c'est ma grande question. Est-ce que le tir va être encore là? Est-ce que je lui donne le ballon de façon primaire? Mhm. Est-ce que je suis pas certain. J'ai beaucoup de doutes aussi sur la défense on-ball. La navigation dans les écrans est pas dingue. Je suis pas trop fan de sa capacité à tenir le ballon, à manier le ballon. Donc, et parlons offensif. Donc après, ça dépendra du rôle, ça dépendra du contexte, des joueurs qu'il a autour de lui, Mhm. mais vrai talent. Donc après, ça va voir si on l'aime beaucoup, si on le projette en tant que porteur de balle. Pour moi, il y a des doutes, mais si le tir est là et que si je suis GM ou président ou propriétaire d'une équipe, je crois au tir, bah, je peux en faire mon meneur backup sans souci, voire plus.
Je pense que tu vois, c'est un joueur qui est capable de jouer avec Scotty, Ouais. tu vois. Un peu en rôle de chien fou, capable de courir partout, de prendre des tirs en sortie d'écran, ce genre de choses, tu vois, avec la capacité à Scotty de trouver la bonne passe comme on le connaît. Mhm. Je pense qu'il peut avoir ce rôle de deuxième arrière comme ça, dans un rôle vraiment bien spécifique, et ou sortie de banc et prendre la balle, et ce qu'il a fait à Kentucky cette année, quoi. Ok, super intéressant. Bah, pour les auditeurs, je le rappelle, hein, si vous voulez en savoir plus, parce que là, on va pas passer une demi-heure sur chaque joueur ou 45 minutes comme vous pouvez le faire, mais n'hésitez pas à aller écouter les profils individuels faits par les amis de Envergure. En plus, à chaque fois, vous êtes plusieurs, donc ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs avis. Des fois, c'est des avis qui sont pas forcément les mêmes. Donc, c'est très, très intéressant. Donc, j'invite tout le monde à aller approfondir les profils avec les podcasts d'envergure. Pour finir sur ce 19e choix, après je pense que ça va aller vite sur le 31. Est-ce que pour toi, par rapport à peut-être ce qui s'est passé dernièrement, des blessures ou des... Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont susceptibles de tomber de manière inattendue? On avait vu Cam Whitmore l'année dernière, par exemple, qui est descendu jusqu'en 20 alors qu'il était longtemps annoncé peut-être dans le top 5 ou peut-être même plus haut. Est-ce que cette année, il y a des joueurs dans cette situation-là? Bah, au niveau blessure, je vois de qui tu parles, mais je pense pas que Topi descendra Je pense pas non plus. jusque là, malheureusement pour vous. Mais autrement, bah après, tu prends l'exemple de Ken Whitmore. Ken Whitmore descend principalement pour ce côté hors terrain. D'accord. C'est vraiment ça qui a fait la différence chez lui, parce que le talent, voilà, on l'a encore vu cette saison, que ce soit en G-League ou sur la fin de saison avec les Rockets. Le talent, il Mhm. a, c'est indéniable. C'est quelqu'un qui est capable de tout faire avec un ballon. Mais le côté hors terrain, la mentalité l'a fait baisser et sortir du coup de la loterie. Cette année, j'ai pas vu de joueur. Ah si, il y a un joueur comme ça qui est descendu. C'est Isaiah Collier Ok. de USC, qui était annoncé très très haut dès le début et pendant un bon moment. Et au fil de la saison, a dégringolé et il continue de dégringoler. Maintenant, il est annoncé dans les 20, fin de 20e, 25-30. Donc, Ok. c'est assez étonnant. Donc, je pense que lui, tu vois, il est 23 là, dans la dernière d'ESPN. Donc, je pense que lui peut y avoir des choses autour du hors-terrain Mhm. qui, qui ont pu lui coûter quelques places. Parce que descendre autant en un an, c'est assez rare. Donc je pense que lui, c'est un des joueurs qui peut être là-dedans. Après, autrement, je vois pas de joueur qui est descendu tant que ça. Un peu Ron Holland, mais bon, il s'est blessé. Il y a Ouais. plein de choses. Je pense que principalement, il descend à cause de ses performances plus que sa qualité individuelle hors terrain de garçon. Mhm. Ouais, non, je fais un peu la liste là. Non, je vois pas trop de joueurs qui soient descendus comme ça, autrement, à Ok. part les noms que je viens de te dire là. Ok. Juste pour faire rapidement, alors le profil de Collier. C'est un meneur vraiment porté sur le scoring. Ok. C'est un joueur qui aime le ballon, voilà, qui est encore un peu en difficulté quand il l'a pas, qui a du mal à exister quand il l'a pas, mais c'est un vrai joueur de talent, vraiment grosse capacité de scoring, de playmaking, voilà, le pick and roll, grosse capacité sur la vision, la passe aussi également. C'est un physique, c'est un vrai buffle. 1m91, un 96 d'envergure, mais vraiment épais, vraiment, voilà. Il manque peut-être un peu de taille pour la NBA d'aujourd'hui, mais c'est autrement hors ça, le physique est vraiment impressionnant. Après, il lui manque un peu plein de choses. Tu vois, c'est vraiment excepté voilà, cette capacité de playmaker qu'il a, qui est vraiment off the charts. Le reste, il faut du travail. Le tir, c'est moyen. Il y a quelque Ok. chose, mais c'est vraiment moyen. La défense, c'est vraiment quand il a envie. Donc là, c'est compliqué. Je citerai un ancien de l'équipe qui disait si tu défends pas ou t'aimes pas ça, t'es une feignasse. Donc voilà, ça peut montrer aussi la capacité de la mentalité d'un joueur Ouais. à faire les efforts pour l'équipe, tu vois, plus que pour toi, pour l'équipe. Ça Mhm. peut être un point négatif.
Et moi, j'ajouterais en négatif, à surveiller, qui peut être intéressant avec le spacing NBA, c'est vraiment cette capacité de slashing, d'attaque de cercle. Ok. Il a montré un peu avec USC, mais j'attends un peu plus de régularité, de capacité à finir aussi, à terminer ses actions là-dessus. Il a montré de belles choses sur la saison, mais voilà, il y a encore des petites interrogations autour de son cas. Moi, je l'ai assez bas personnellement. Je crois que je dois l'avoir dans fin de loterie de mémoire. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ouais, je l'ai 17. Donc, Ok. je pense que ça peut être une très belle surprise ce jour-là dans un très bon contexte, s'il est très bien cadré. Je Ouais. pense que ça peut être une belle surprise. Autrement, si c'est un joueur qui est dans une équipe et c'est force finalement un joueur comme les autres, je pense que là, il peut vraiment être un point négatif pour son équipe et pas atteindre le potentiel qu'il a entre les mains. Ok, bah c'est super, c'est intéressant. On va terminer avec les joueurs qui ont été essayés par les Raptors et qui sont possiblement des candidats au 31e, mais je vais juste te demander un petit peu, juste le joueur qui sait, quels sont ses points forts, ses points faibles, et puis voilà, tout simplement pour qu'on ait une idée de ces joueurs-là, s'ils pourraient coller un peu à ce que les Raptors cherchent. Je vais commencer, je vais prendre enfin, j'ai fait un ordre qui est un peu aléatoire. Reese Bickman de Virginia. Ouais, donc Virginia, donc très très bon défenseur aussi. C'est un joueur que j'ai un peu moins regardé, qui a un peu moins sauté aux yeux, mais c'est un joueur plus de seconde unit, un vrai role player qui va être capable de remplir des rôles défensifs notamment. On connaît, voilà, Virginia encore, c'est un peu comme Ryan Dunn, hein, c'est ce genre de joueur-là qui a de l'expérience NCAA, voilà, 4 ans à Virginia, qui est intéressant au tir. Le tir un- semble fixé. Mhm. C'est 76% relancé, c'est pas incroyable, mais voilà, sur ces 4 saisons, c'est ça, c'est le même chiffre, 76. Donc voilà, 32% à 3 points sur 4 saisons en NCAA, c'est quand même, voilà, où il montre aussi une régularité là-dessus. Donc un bon profil sur le tir. Moi, là, un peu plus de questions sur sa capacité à être ce ball handler. Ouais. Est-ce que offensivement, il a tous les outils pour vraiment être valuable en fait à une équipe? C'est surtout ça. Autrement, ça aussi, ça peut vraiment être un joueur, une belle surprise sur un second tour. Ok, intéressant. J'enchaîne. Keisha Johnson, Arizona. Ouais, donc lui, ça a été un de mes coups de cœur sur la saison, honnêtement. C'était pas Ok. un joueur que j'avais forcément dans ma liste au début de saison. Mhm. Mais très très vite, en regardant Arizona, bah, c'est l'un des joueurs que je regardais le plus finalement. C'est un peu comme Jonathan Mogbo, c'est un pivot, enfin un intérieur undersize, il a 2,01 lui, pour Ok. 2,11 m d'envergure. Donc voilà, c'est un peu ce même type de joueur-là, un peu plus raw, par contre, dans le jeu. C'est vraiment un peu plus compliqué. Mais c'est un vrai energizer capable de défendre sur pas mal de postes. Voilà, lui, c'est un vrai joueur de devoir qui n'a pas peur d'aller à la maillotche. Donc, c'est des joueurs qui servent. Ça sert Mhm. toujours. On le voit de plus en plus, surtout sur les playoffs. C'est que, voilà, ces joueurs-là de rôle qui apportent quelque chose, peut-être minime, mais finalement qui sont pas forcément non plus visibles sur les feuilles de stats, mais sur le terrain, ça a une valeur en or. Donc, pour moi, c'est un peu ce type de joueur-là. C'est un joueur vraiment de rôle. Tu vas défendre sur lui, tu ne le lâches pas, Mhm. tu lui mets des petits coups, et voilà, capable de finition, c'est vraiment limité, c'est proche du cercle. Il y a pas vraiment, il y a vraiment pas de tir, il y a pas beaucoup plus que ça, mais c'est vrai joueur de rôle. Donc plus là, 31, ça me semble un peu haut, mais tu vois, s'il y a trade down par exemple, bon, on sait Ok. jamais. Tu as un joueur dans les 40, moi c'est quelqu'un qui tente le pari sur un joueur comme ça. Ok, on va suivre parce que de toute façon, les Raptors, on attend de voir aussi ce qu'ils vont faire avec Bruce Brown.
Est-ce qu'ils Hmm. vont récupérer des pics plus hauts? Est-ce qu'il peut y avoir un deuxième tour dans le trade ou pas? Est-ce qu'ils vont trade? Donc, c'est pour ça que c'est toujours intéressant de voir ces profils-là. Euh, je continue. Un joueur un peu plus âgé, je crois, Coleman Hawkins de Illinois. Ouais, alors lui, c'est pareil, c'est pas forcément un joueur que j'ai beaucoup regardé, mais Ouais. c'est un joueur aussi très intéressant qui a fait plusieurs saisons en NCAA. Illinois, je crois qu'il les a tous fait là-bas de mémoire. Je regarde en même temps. Mais c'est aussi un joueur qui est un peu plus porté sur le ballon, lui. Mais c'est un grand bonhomme, 6'10", donc 6'10", c'est de 6 je crois, quelque chose comme ça. Mhm. De six de 8 de 6 je crois. Qui est un peu plus porté sur le scoring, lui, par exemple. Mais donc, qui a un peu plus besoin du ballon qu'un Keshan. Mais c'est aussi intéressant. Si dans un bon rôle, enfin, dans un rôle, il est bien utilisé, c'est super intéressant. C'est capable de tirer de loin. C'est pas trop efficace, mais voilà, je pense que si déjà il arrive à sanctionner quand il est ouvert, bah voilà, les défenses vont un peu plus venir sur lui. Il pourrait avoir cette capacité de projection au cercle. Donc c'est un joueur qui est assez intéressant, capable aussi de contrer par séquence. C'est pas exceptionnel, mais c'est présent. C'est quasiment un contre par match selon les saisons. Donc c'est voilà, aussi très intéressant sur les lignes de passe. Il y a beaucoup d'interceptions, quasiment 2 interceptions cette année Mhm. avec Illinois. Donc c'est aussi un joueur qui peut être super intéressant dans un très très bon contexte, je pense. Est-ce que 31 c'est haut aussi pour lui ou ça pourrait être dans son range? Hmm, Je pense que ça l'est un peu plus Ok. qu'un Johnson qu'on parlait juste avant. Je dirais plus de facilité à aller sur lui en 30 D'accord. parce que je pense qu'il y a un peu plus de capacité dans le jeu, que ce soit en attaque ou en défense, il est capable de faire plus de choses pour moi. Donc c'est pour ça que ça me gênerait un peu moins de le voir 30. Ok. Enfin, Super. non, Intéressant, début de intéressant. second, quoi. Ok, il nous en reste 4. Dylan Jones de Weber State. Ouais, alors lui, c'est un gars aussi qui a un petit bonhomme, 1m98, mais qui joue dans les postes intérieurs. Donc c'est assez intéressant de voir qu'il y a plusieurs joueurs finalement comme ça de bâtis sur du undersize inside comme ça. C'est assez rare. C'est assez rare. Les choses intéressantes chez lui, c'est sa polyvalence et sa production. Sur toutes les années qu'il a fait en NCAA, ça a été toujours la même chose. Une vraie compréhension dans sa défense. Là-dessus, il est vraiment très intéressant. Capable défensivement défendre sur beaucoup de postes également. Il y a la chose à regarder chez lui, ça va être le tir, où ça n'a pas été incroyable. C'est vraiment à surveiller, honnêtement, sur le fait d'avoir un coaching NBA à tes côtés, le tir peut vraiment aller très rapidement. Donc c'est à surveiller. Après, est-ce que je lui donne la balle en main? Moi, non. C'est compliqué et c'est compliqué dans le jeu sans ballon également. Donc là, c'est un peu plus bas, je pense, que 30. Mhm. Ok. Ok. Tyler Kolek de Marquette. Ouais, donc lui, c'est un joueur qui a monté assez rapidement au fil de la saison. Avec Marquette, c'était pas forcément au début le joueur qu'on surveillait chez les Golden Eagles, mais très très vite, il a pris ses marques, il a pris l'équipe entre ses mains et on a vu un joueur finalement capable de scorer de loin, de jouer le pick and roll, d'être très bon à la passe, d'être assez intéressant en défense, notamment sur les lignes de passe interception. C'est quasiment 2 interceptions Mhm. de moyenne sur ces 4 saisons NCAA. Donc, c'est vraiment intéressant. Le tir est fixé, c'est plus de 80% au lancer franc. Sur les 3 points, c'est pareil, c'est 35% sur 4 saisons NCAA. Donc, voilà, c'est assez. Tu sais ce que tu as, Mhm. honnêtement. Après, pour moi, c'est vraiment un meneur de deuxième équipe, genre en sortie de banc, qui va être capable de faire jouer un peu comme un Andrew Nemard à Indiana,
tu vois, ce genre de joueur-là. Même pour moi, Andrew est un peu meilleur. Mais voilà, c'est vraiment ce second meneur qui peut faire vraiment le taf et qui peut surprendre aussi. Après, il y a l'âge, c'est un vieux bonhomme, donc la marge de progression va être un peu plus limitée, mais je pense que c'est un joueur que, voilà, tu vois, 25-35, je serais pas étonné qu'il arrive. Intéressant. J'aime le monde du basket et des prospects où à 23 ans, t'es un vieux bonhomme et à 1,98 m, t'es pas très grand. Ouais, c'est la NBA en fait Ouais, c'est qui a fun. un peu cassé les rôles. Tu as des joueurs comme Luka, comme Lamelo, qui sont des grands meneurs, et du coup, qui Ouais, cassent les codes, en fait, tu vois. c'est vrai. Et puis, tu as des joueurs comme Şengün, comme Jokic, qui ramènent un peu tout le monde sur Terre en disant, mais non, en fait, il y a vraiment besoin de big men comme ça, il n'y a pas besoin que de shooters. C'est Donc, ça. c'est assez intéressant. Et finalement, tu vois, un joueur comme Victor va aussi casser les codes Ah ouais, prochainement. Donc, c'est la il règle après, mais encore, tu vois, 23 ans, on dit vieux, enfin 23 ou 24, on dit vieux, mais il peut encore progresser sur 2-3 ans, hein. Ce sera ouais, plus minime qu'un joueur qui a 19 ans, bien évidemment, sûr. mais c'est pour ça qu'on dit que la marge de progression est un peu plus limitée. Ouais, tout à fait. J'ai l'impression que les Raptors ont ciblé pas mal de joueurs avec déjà pas mal d'expérience et moins de très jeunes. C'est l'impression que ça donne, surtout sur ces joueurs susceptibles d'être pris en 31. En fait, j'avais oublié il y a un joueur pour lequel j'avais pas mis un bullet point, donc en fait, il en reste pas deux, mais trois. Cam Spencer de Yukon. Oui, c'est vraiment plus un shooter euh, qui a été très intéressant toute la saison et plusieurs années avec Houston. Voilà, c'est un vrai bon joueur de rôle. Il va être plus dans l'apport au scoring de loin, pour moi. Défensivement, c'est un peu plus compliqué, mais c'est vraiment ce joueur. Pas comme, comment il s'appelle, Guadedic. C'est un peu différent, mais ça peut ressembler aussi, tu vois. Ce Ok. joueur capable de shooter d'un peu toutes les positions et ou plus un Duncan Robinson, tu vois, ce genre de joueur-là qui est Ok. capable au scoring enfin, à 3 points notamment, de vraiment shooter d'un peu partout. C'est un joueur qui est juste monstrueux à 3 points, hein. Il a plus de 40% sur toutes ses saisons Oh, wow. à NCAA, donc ouais, 42% sur ses 5 saisons NCAA. Donc voilà, ça te place le bonhomme. 88% en lancer franc, donc tu vois, là c'est pareil, c'est un joueur, tu sais ce que tu as, tu sais aussi ce que t'as pas. Mais si tu arrives, enfin, si tu as vraiment un coup de cœur et tu as vraiment un rôle dans ta tête qui est défini pour lui, c'est pareil, c'est un joueur qui est dans le si tu es dans le bon contexte, ça peut vraiment être intéressant. Ok, super. Les profils sont vraiment ouais, différents les uns des autres, mais tous peuvent apporter dans leur domaine, donc c'est intéressant. Allez, on va finir. Jalen Tyson. Hmm. Ouais, joueur de California Berkeley, qui lui aussi a un peu surpris au fil de la saison. C'était intéressant, c'était pas forcément le joueur que tu allais voir chez les Bears, mais c'est très vite l'œil allait sur lui, parce que c'est un joueur qui est capable, enfin, en tout cas à California, d'apporter du scoring un peu partout à 3 points et à l'extérieur du cercle. Donc c'était assez intéressant. Après, c'est pareil, c'est un joueur qui va être un peu plus limité, qui va vraiment répondre à un rôle de. Moi, j'aime beaucoup notamment sa capacité à jouer sans ballon, à Mhm, couper, à finir près du cercle comme ça. Et cette diversité qu'il a au scoring, voilà, c'est inside, outside, c'est vraiment intéressant. Tu vois, cette année, c'est 30%, 36%, pardon, à 3 points. L'année dernière, c'était 40. Donc, tu vois, c'est pareil, tu sais ce que tu as. Le tir mhm. est fixé. C'est un passeur aussi. Enfin, c'est un peu plus sous-coté chez lui. Mais il y a quelque chose. Il peut être ce connecteur, en fait. Tu as trouvé la bonne passe. Alors comment on appelle ça, sur du shot roll, ce Ouais, genre de choses, tu vois. C'est un peu plus limité. Là, je pense que 30, pour moi, c'est un peu haut. ouais. Peut-être plus 40, 50.
Mais voilà, il y a la taille, c'est un joueur de 2 mètres qui physiquement est assez. Il y a une marge de progression physiquement, mais qui est bien bâti, qui est assez rapide, sans le ballon, avec le ballon. Tu vois. Vraiment, la polyvalence est intéressante. Donc après, je te dis 30, pour moi, c'est un peu haut. Mais ça peut être aussi un très très bon role player dans une bonne équipe. Super, allez, on termine pour les possibles 31e. Anton Watson de Gonzaga. Ouais, donc oui, c'est un peu comme un, comme un Spencer de UConn. Comme Spencer, c'est vraiment un joueur basé sur le tir. Puis voilà, Gonzaga, on sait ce que ça vaut et c'est quelqu'un qui a répondu à un rôle pendant plusieurs saisons en NCAA et notamment avec Gonzaga. J'essaie de trouver ces chiffres parce que nous, on les a pas. Mais c'est un peu comme j'ai perdu son nom, le joueur de Gonzaga aussi qui a été drafté il y a 1 ou 2 saisons par Denver. Euh, J'ai perdu son nom. Mais c'est pareil, c'est vraiment un joueur qui peut scorer de loin. Cette année, c'est 41% à 3 points, par ah exemple. ouais. Voilà, le tir est pas forcément encore fixé parce que c'est vraiment un peu, tout petit peu, un peu plus que de 60% au lancer franc. Ok. C'est-à-dire c'est pas exceptionnel pour un joueur de sa taille, il fait 2,03. Donc il y a une petite marge de progression là-dessus. Mais, euh, mais c'est pareil, c'est un joueur de rôle, comme ça, c'est pas c'est typiquement le joueur qui peut, sur un match, être un facteur X, au scoring, quoi. J'ai un peu plus de difficulté à le projeter défensivement. Par contre, je sais pas trop sur qui je le fais défendre en NBA pour l'instant. Mais offensivement, je pense que dans le jeu off-ball, diversité de tir, il y a quelque chose là-dessus. C'est, c'est intéressant aussi. Mais plus du fin de second tour pour moi également. Ok, ça marche, ça marche. Eh bien, on a bien fait le tour de tous les prospects qui ont été mis à l'essai par les Raptors. On a fait le tour également de quelques autres, pourquoi pas susceptibles d'être intéressants. Vous aurez remarqué qu'on n'a parlé de aucun Français et aucun joueur francophone. C'est parce que je le réserve ça à un article qui va sortir pour le média pour lequel je travaille, ONFR. Donc là, en off, avec Manu, on va parler des différents prospects francophones et français, mais on va en rester là pour ce podcast. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à toi, Manu. Bah, merci à toi, encore une fois. Et un petit peu de pub peut-être pour Envergure. Qu'est-ce qui nous attend dans les jours à venir? Là, il y a beaucoup de choses. Ouais, bah, notamment la draft, hein. Maintenant, on s'est bouffé à peu près 200 matchs par personne, donc je pense que les joueurs, on les connaît un petit peu. Donc, normalement, on sera sur différents médias ici en France, donc c'est toujours intéressant. Et puis après, certains membres de l'équipe, dont moi, on sera à Istanbul pour la Coupe du Monde U17. Toujours un moment assez intéressant de voir la prochaine génération, notamment fran- euh, américaine et canadienne et sud-américaine c'est des joueurs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc c'est toujours intéressant de voir ce que ça vaut contre des profils européens où on est déjà, même si c'est encore jeune, c'est des générations 2006 à 2008, mais qu'on connaît déjà assez bien, qu'on a déjà vu plusieurs fois dans cette saison. Donc voilà, c'est toujours intéressant de voir cette nouvelle génération. C'est un premier checkpoint pour ces joueurs-là on verra certains l'année pro. Bon, allez, plus tôt, ce sera dans 2 ans à la draft. Super, c'est parfait. Alors n'hésitez pas à aller checker Envergure, à aller checker tous les podcasts individuels pour approfondir les profils qu'on a vus aujourd'hui et pour aller voir tous les autres profils également. Vous en avez fait combien en tout? Bonne Trentaine? question. Un Ouais, truc ouais, ouais. 20, Bonne une 20, question. 20 ou 30, quelque chose comme ça? J'ai presque tout écouté, j'ai été assidu cette année.
Ouais, on doit être à peu près 30. Bah, on était à un par semaine. On a commencé en décembre et on a Ouais, fini là, il y a début juin. Donc un c'est par ça. semaine sur 6 mois, quelque chose comme ça. Ouais, on doit être à 30-40 parce qu'on a aussi fait des underdogs. Donc c'était des joueurs un peu plus. D'ailleurs, il y en a un sur Tyler Collect si vous voulez aller l'écouter. On est aussi dispo sur YouTube d'ailleurs si vous voulez. Donc ouais, on a dû faire 50 joueurs peut-être. Eh bien voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut pour la Et il nous prochaine. en manque. Et il leur en manque en plus. Il y en a. Je les ai cherchés dans la liste. J'ai dit, ah, ils sont pas là, mais on ne peut pas Non, faire tout non, le non. monde. Eh bien, comme on dit toujours, merci de nous avoir suivis et let's go Raptors! Lowry for three. Bang! Oh, it's over! It's over, ladies and gentlemen.